amis camping-caristes, un grand bonjour d'Écosse, où nous sommes maintenant depuis une vingtaine de jours. Il fait beau, ça fait 20 jours qu'on a du soleil, c'est vraiment exceptionnel. Nous avons visité tout le bas de l'Écosse, nous sommes montés à l'île de Skye où nous sommes restés 3-4 jours, tout sans aller dans aucun terrain de camping, hein, tout en mode camping sauvage, on va dire. Et là, on a fait le Loch Ness cet après-midi et nous venons nous poser pour la nuit. J'en profite pour vous faire une petite présentation de la console que je vous ai tant parlé, avec tous les convertisseurs dedans. On va rentrer dans le détail de tout cela. On va commencer par ce qui est en dessous ce siège ici, que vous voyez peut-être pas, mais j'ai allumé ma caméra 360 degrés pour basculer. Donc, dans ce siège-là, en dessous ce siège-là, il y a deux choses. Il y a le booster DC-DC que j'ai fait poser par Pilote, car quand ils m'ont livré le camping-car, donc c'est un camping-car d'occasion, hein, qui date de 2019, immatriculé en 2020, et nous on l'a acheté en 2022, en mai 2022 on l'a touché. Les premières sorties, on s'est aperçu tout de suite qu'il y avait un gros problème, que ça ne chargeait pas. Quand le frigo était sur le 12 volts, la batterie chutait plutôt que de se charger. Donc, pourtant, je leur avais posé la question si on était concerné par Euro 6, et ils m'avaient répondu que j'étais pas concerné par un rappel de pilote. Ils ont répondu un peu de travers, et moi, j'avais pas prêté attention. Et là, en grattant un petit peu le vernis, je leur ai dit, écoutez, là, il y a un vice de fabrication, il y a un problème. Hein, si vous ne faites pas ce qu'il faut pour que quand je roule, ça se recharge, c'est-à-dire me mettre un convertisseur DC-DC booster, on va en procédure. Pilote a lâché la fourniture et la pose d'un booster. Je leur ai dit, ok, mais un booster de combien? Et là, ils m'ont dit, 20 ampères. Je dis, vous rigolez, 20 ampères, c'est pas suffisant, il faut me mettre au moins 40 ampères. Là, c'est pas Pilote qui a payé le 40 ampères, c'est le concessionnaire qui m'a vendu le camping-car, qui a mis un peu au bout pour passer de 20 à 40 ampères. Et moi, je leur ai dit, maintenant, moi aussi, je vais mettre un peu au bout, et je veux un 60 ampères. C'est-à-dire que globalement, à chaque fois que je roule pendant 1 heure avec le camping-car, je vais pouvoir balancer théoriquement 60 ampères dans la batterie. Ça, je suis en train de faire des mesures. Je reviendrai un petit peu là-dessus parce que c'est pas tout à fait ça, mais on n'en est pas loin. Au niveau de ce que je vais vous montrer, ici, nous avons le convertisseur, donc 60 ampères, booster, qui s'est décroché avec les vibrations, parce que ici, en Écosse, c'est pas des nids de poules qu'ils ont, hein, c'est plutôt des nids d'autruches, et on a l'impression de rouler sur de la tôle ondulée constamment quand on est sur les petites routes, surtout au niveau de l'île de Skye. À tel point que j'ai une partie de mon porte-vélo qui a lâché. J'ai mes poignées de porte de cellules qui se sont complètement dévissées. Et puis là, j'ai la fixation du booster qui vient de lâcher aussi. Il va falloir que je bricole un petit quelque chose parce que là, ça se balade. Donc, là, j'ai mis un petit thermomètre, hein, c'est le thermomètre numéro 11 sur 12. Si vous avez suivi mes vidéos, j'ai 12 thermomètres enregistreurs dans le camping-car, où j'enregistre température et hygrométrie. Hein. Celui-ci fait que température. C'est pour voir quelle est la température à l'intérieur du caisson ici, parce qu'avec ça, ça chauffe pas mal. Le convertisseur 12 volts, 220 volts, 1500 watts pur sinus que je vous ai déjà présenté parce que j'ai fait des mesures pour comparer ce que consommait sur la batterie le convertisseur avec différents matériels raccordés derrière par rapport à des convertisseurs DC-DC que j'ai mis ici. La grosse polémique, pendant qu'il posait ça, je leur ai dit passez-moi 2 câbles pour mon futur convertisseur, et il m'avait tiré du 25 mm². Il a fallu que je me batte avec eux pour qu'ils lâchent
en fait, qui refasse l'installation et qui me repasse du 50 mm². Donc j'ai fait les contrôles, j'ai mis plein pot sur le convertisseur avec un sèche-cheveux de 1500 watts. J'ai regardé à la caméra thermique si les câbles chauffaient, si les connecteurs chauffaient. Tout est bon, d'autant plus que moi, tous les connecteurs des fils, les COS, je les étame, je les sertis, je les soude, et après je mets de la gaine thermorétractable par-dessus. C'est-à-dire que je ne veux absolument pas que j'ai une cosse au bout d'un certain temps, avec les vibrations et les changements de température se desserrent. Donc je sertis, je soude. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, après c'est un porte-fusible ici, et j'ai mis une seule prise. En réalité, je ne vais pas m'en servir, mais comme je l'ai acheté, je l'ai posé. Très certainement que par la suite, je mettrai deux connecteurs ici, et c'est tout pour alimenter cette console. Parce que cette console-ci, où j'ai tous mes convertisseurs dedans, est alimentée sur le câble de 50 mm². Parce qu'en fait, c'est soit on fait tourner éventuellement le convertisseur, ou soit c'est ça. Et alors, à ce jour, c'est ça qui fonctionne, et pas ça. Donc là, j'ai tout un tas de câbles qui s'en vont dans cette console. Alors, au niveau des câbles, j'ai 2 fois 6 mm² pour alimenter ici. Voilà, là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici tous les portes fusibles. Donc, c'est un porte fusible 100 ampères. En réalité, on ne va pas aller jusqu'à 100 ampères. Hein. Mais en fait, il supporte 100 ampères. Là, j'ai 2 câbles de 6 mm² sur le positif et 2 câbles de 6 mm² sur le négatif qui vont jusqu'au connecteur 50 mm² là-bas. J'en ai profité pour mettre sur la porte une prise USB. Voilà. D'ici aussi, j'alimente un support de téléphone et une prise USB là-bas pour pouvoir brancher le téléphone. Et j'alimente au niveau de mon tableau de bord, on verra ça par la suite. Au niveau du tableau de bord, j'ai des prises USB également et j'ai une caméra 360 degrés qui filme la route en permanence et nous évidemment en même temps puisque ça filme sur 360 degrés. Et pour l'instant, revenons à cette console. Donc partie basse, les fusibles. Ici, j'ai de quoi alimenter mes batteries. Alors mes batteries de vélo, ils sont là. C'est un système où voilà, ça se glisse dedans. Ça prend pas de place. J'en ai deux batteries de 675 watts, c'est-à-dire 14 ampères par 50 et quelques volts, 54 volts je crois. Bon là, ici, je vais mettre par la suite des caches. Hein, j'ai pas eu le temps de terminer tout ça. Ici, c'est pareil, j'ai un capot. Et les alimentations, tout simplement comme ça. Et ça va sur les convertisseurs qui sont ici. Un ici et un deuxième là. 2 convertisseurs DC-DC qui alimentent, je vais pas revenir sur la présentation, mais les 2 batteries où je peux régler la tension et l'intensité de charge. Là, ils sont réglés à 2 ampères. Alors, j'ai essayé de les mettre en 4 ampères, mais si vous avez regardé la vidéo, que je vous ai fait chez moi, dans mon labo, j'avais pas réussi à partir de l'alimentation stabilisée à charger en 4 ampères. Donc, je me suis dit, c'est soit mon alimentation qui est trop juste, le convertisseur détecte ça et interdit d'envoyer du 4 ampères sur les batteries, ou c'est le BSM de la batterie qui lui interdit le 4 ampères. Bon, ici j'ai plus ce problème là, c'est le BSM de la batterie qui interdit le chargement à 4 ampères. C'est bien dommage, d'autant plus que la marque de vélo, il y a les mêmes batteries qui sont vendues avec des chargeurs 4 ampères. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des réglages différents directement dans la batterie pour autoriser 4 ampères. C'est pas le cas, mais je vais peut-être acheter des batteries de secours
pour quand on fait des très grandes distances, de pouvoir partir avec les deux batteries. Donc revenons sur la console. Alors, premier étage, je vais me répéter, tous les fusibles et les départs pour alimenter tout ça. Au-dessus, le convertisseur avec son écran pour régler les intensités de charge, avec les 9 mémoires ou 10 mémoires que nous avons pour 10 vélos différents ou 10 valeurs de charge différents. Le compteur d'énergie qui est placé sur le... pour voir combien consomme la batterie en charge. Et le deuxième pour savoir combien le couple convertisseur-batterie consomme. Ça, c'est pour voir le rendement du convertisseur. Bon, je vais un peu loin, je sais, mais je suis comme ça. Donc, par exemple, ici, on a, la dernière fois que j'ai fait une charge, 123 watts, et ça va tirer sur la batterie de la cellule 171 watts. Là, il y a la différence de à peu près 50 watts, et ben, c'est l'effet Joule, parce que ici, ça chauffe énormément quand on charge. On a aussi en lecture directe, mais ça, on a déjà vu tout ça, la tension, l'intensité, la puissance instantanée. Voilà. Tout ça, c'est mémorisé, et je m'en sers pour faire mes analyses. Ici, nous avons la même chose. Ce que j'ai en plus ici, c'est la mesure de l'énergie envoyée par le booster sur la batterie. Voilà, j'ai un compteur d'énergie rien que pour ça. Donc ce bouton-là, c'est pour éteindre le DC-DC de la deuxième batterie qu'on a en bord. Ici, c'est pour éteindre le chargeur de la batterie du bord. Si nous venons là, j'ai deux appareils, je peux en mettre 4, pour mémoriser toutes les 2 minutes, parce que je l'ai réglé à 2 minutes, pour que ça soit synchro avec les thermomètres, des tensions. Alors, quelle tension? La tension de charge de la batterie de vélo. Hein, comme vous le savez, quand on charge une batterie de vélo lithium, on est en intensité constante. Par exemple, si on le règle à 2 ampères, et la tension va monter, va monter, va monter, jusqu'à 54 volts, si c'est réglé à 54 volts. Et une fois qu'on est à 54 volts, l'intensité va chuter jusqu'à 0, on a fini la charge. Ce cycle-là, je le mémorise pour voir les temps de charge et comment tout ça, ça se passe. Le deuxième enregistreur de tension, il est monté sur un pont, le premier est monté sur un pont diviseur parce qu'il s'arrête à 30 watts, à 30 volts, et ici on peut en sortir 60. Donc on divise par 2 la tension, et moi avec le tableur, je leur multiplie derrière. Ici je mesure la tension du plus qui arrive sur le booster DC-DC. Comme ça, sur cet appareil-là, dès que je tourne la clé de contact, je sais, je mémorise, on part en 12 volts, et comme ça, je vois mes temps où je roule et où je m'arrête, que je peux mettre en correspondance avec d'autres éléments que je mesure, toujours dans l'idée de faire des analyses. Donc ces appareils-là se branchent sur une prise USB du PC. Il y a des connecteurs ici pour les démonter, que je les débranche et puis je les sors, je les mets sur le PC, je récupère. On peut récupérer pendant plusieurs semaines. Deuxième chargeur DC-DC. Ici, alors, ici j'ai une caméra. C'est une caméra, en fait, c'est une dashcam de chez Garmin que j'ai acheté en début d'année, qui devait faire papa-maman. Et je suis en bis-bis avec Garmin depuis le début. Enfin, pas tous, une bonne partie des fonctions qu'ils annoncent ne fonctionnent pas. Alors, ça s'appelle la Dashcam Live. Faites très attention si vous l'achetez. Ils disent qu'on peut avoir une vue directe, c'est-à-dire que, par exemple, quand je suis pas dans le camping-car, à distance, on peut voir ce qui se passe dans le camping-car depuis son smartphone.
Alors évidemment, on paye un abonnement de 11 € par mois pour avoir la connexion Internet, hein, qui est mondiale. Et ça ne fonctionne pas. La vue à distance ne marche pas. En plus, ils disent que cet appareil est capable de... Comment dire, est capable d'enregistrer en permanence. C'est faux. Elle enregistre avant toute demande, que ce soit un accident, un impact, une vibration, ou si, parce qu'il y a la fonction tracker dedans, le camping-car s'éloigne de mon téléphone, c'est-à-dire que mon téléphone est avec moi, je suis en train de boire un café, il y a quelqu'un qui part avec le camping-car, le tracker va détecter que le camping-car se déplace et m'envoyer une information, une alerte, comme quoi on est en train de me piquer le camping-car. Et l'idée pour moi, c'était de récupérer le trombinoscope de la personne qui m'a piqué le camping-car et de voir en même temps où il roule. En plus de ça, comme il y a le tracker qui est à l'intérieur, je peux savoir où est le camping-car. Ça fonctionne à moitié. Ce qui ne fonctionne pas, c'est la fonction enregistrement, parce que j'espérais m'en servir pour filmer la route en roulant pour récupérer des données. Ça ne le fait pas. Donc je suis en bisbis avec eux, avec ça, surtout que la fonction vue à distance, je voudrais qu'elle fonctionne. Hein, si on regarde les vidéos, c'est très clair, hein, ils nous disent à distance. Alors ils m'ont sorti tout un tas de trucs, que c'était mon téléphone qui allait pas, ou alors que j'avais pas de bonne connexion internet, que l'alimentation, comment dire, USB, elle était pas bonne. Enfin bon, ils me l'ont changé, la caméra. Et là, ils me demandent de la renvoyer de nouveau. Alors que je suis persuadé que le problème, c'est tout simplement un problème de bug qu'il y a à l'intérieur. Bon, j'ai été obligé de m'arrêter. Problème de batterie. Voilà, ça arrive aussi avec les caméras. Pour en finir donc avec cette caméra, je ferai une petite vidéo spécifique là-dessus pour expliquer à quoi je m'attendais avec les pubs. Et en réalité, ce que j'ai eu, et ce qui fonctionne absolument pas à ce jour, ça fait 5 mois quand même que je l'ai, 5 mois que je rame avec le SAV, et même en France, ils connaissent pas bien le produit, donc ils sont obligés d'interroger les États-Unis. Enfin, pendant ce temps-là, je paye l'abonnement de 11 € par mois. Je sais pas si je l'ai dit, mais dans les 11 € par mois, donc il y a la fonction vue à distance qui fonctionne pas, mais quand la caméra déclenche un enregistrement parce qu'on m'a piqué le camping-car ou il y a eu un accident, les vidéos sont automatiquement stockées pendant 7 jours sur un cloud dont j'ai accès. Voilà. Donc il y a un abonnement quand même de 11 € que je paye pour un service que je n'ai pas. Derrière ça, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un appareil qui délivre des messages vocaux à la demande en fonction de certains événements. Moi, j'ai mis 2 événements. Premier événement, quand je démarre le camping-car. Deuxième événement, quand je coupe le camping-car. Alors, rigolez pas, je vais faire un essai. Enfin, c'est pas un essai, je vais le faire fonctionner. Quand je démarre le camping-car, celui-ci me donne une checklist de choses à contrôler avant de prendre la route. Parce que comme je suis un peu tête en l'air, je suis déjà parti avec les coffres ouverts, il n'y a pas si longtemps que ça, malgré les messages vocaux. Voilà ce qui se passe quand on démarre. Ah. Voilà. Au départ, le câble 220 est-il bien débranché? Les portes des soutes sont-elles bien fermées? Le gaz est-il bien coupé? Le marchepied est-il bien rentré? La parabole s'est-elle bien pliée? Les placards sont-ils bien fermés? Bien, bien. Il ne reste plus qu'à bien rouler et du bon côté de la route. Du bon côté, évidemment. Autorisation de partir accordée. Allez, pousse-toi, mon petit bonhomme. Donc ça, c'est quand je démarre. Checklist à ne pas oublier. Et quand je m'arrête... T'es bien garé? Ok. Alors n'oublie pas le frein à main, s'il te plaît. Eh oui. Combien de fois j'ai oublié le frein à main? L'habitude d'avoir des boîtes auto où vous arrêtez... Pour le frein à main, c'est jamais. Un petit rappel.
aurait l'habitude d'avoir la boîte auto, on s'arrête et automatiquement ça serre le frein électrique. Et ben je fais la même chose avec le camping-car, j'arrête le moteur et je descends. L'autre jour je faisais le plein de carburant et le camping-car il avançait tout seul. Donc j'ai été obligé de faire ça pour que, ben voilà, que j'oublie pas et que mon épouse qui est à côté de moi me dise hey, t'as bien serré le frein à main. Voilà. Donc ici, la message vocaux. Je peux en mettre d'autres hein, sur d'autres choses, mais bon, là c'est les principaux. L'étage du dessus. L'étage du dessus, j'ai un thermostat qui enclenche un ventilateur d'extraction. C'est-à-dire que quand les convertisseurs fonctionnent, ça chauffe énormément. Et arrive à un moment donné, malgré qu'il y ait des ouvertures en bas et en haut de la colonne, pour faire une convection naturelle, ça monte quand même en température. Et j'enclenche avec le thermostat un ventilateur d'extraction. Alors j'ai fait le calcul du débit du ventilateur, bon ça je le connais parce que quand je l'ai acheté on me le donnait, mais surtout avec le delta T de l'air, je sais quelle est la quantité de chaleur par effet Joule qui est évacuée. Pousse-toi de là toi. Donc un thermostat qui régule la ventilation. Il faut savoir que chaque appareil, chaque convertisseur est équipé lui aussi d'un thermostat et d'un ventilateur. L'air rentre comme ça et ressort en haut et en bas. Chaque convertisseur donc a son ventilateur. Qu'est-ce que j'ai aussi ici? J'ai un compteur d'énergie qui mesure la quantité, enfin l'énergie consommée quand je branche mon PC. Alors, j'ai un convertisseur ici pour le PC qui est réglé à 12,5 volts. Je peux modifier ici avec un potentiomètre. Vous voyez, là, je suis à 12,2, 18, bon voilà. On peut régler en fonction de son PC la tension et je mesure la tension en amont. Là, je suis à 13 volts 16, bon 0 ampères parce que évidemment on ne consomme rien. La puissance instantanée et l'énergie consommée sur le temps que j'ai utilisé mon PC. Tout ça, j'ai fait les démonstrations sur des petites vidéos que vous pouvez consulter. Quand on monte encore d'un étage, ici, j'ai un Clixon. Alors un Clixon, c'est un thermostat qui est réglé pour une valeur donnée. Ici, c'est 50 degrés. Donc c'est tout petit, c'est une pastille. Avec un contact sec, on rentre un fil d'un côté, on sort de l'autre. Et quand la chaleur monte, on enclenche. C'est un thermostat non réglable qui enclenche un buzzer. C'est-à-dire que si j'arrive à 50 degrés là-dedans, c'est pas normal. Je suis informé qu'il y a un problème. Et j'ai mis aussi à l'intérieur de cette partie-là, derrière, là, un détecteur de fumée, un tout petit détecteur de fumée. On ne sait jamais, si jamais il y a le feu qui se déclenche là-dedans. En plus du PLA, ça brûle pas mal. Donc il y a un petit danger quand même, si jamais ça arrive. Je vais être informé tout de suite. Ça, c'est la commande du convertisseur 220 volts. Ne jamais laisser alimenter parce que ça consomme, je crois, 1,2 ou 1,5 ampères. Si on l'oublie 10 heures, 12 ampères, 24 heures, 24 ampères. Bon, donc ne pas oublier de l'éteindre. Et les voyants que vous voyez là-bas, tout au-dessus, c'est mon chargeur de batterie de drone. Alors, je vais essayer de l'enlever. C'est pas facile parce que voilà, batterie de drone, il risque pas de tomber en partie haute. Voilà donc toute la colonne, comment elle est constituée. Elle est faite pour pas gêner bien sûr la descente du lit. Elle s'intègre au niveau des couleurs avec la partie noire qui est ici. Bon, c'est pas trop inesthétique. Ça a surtout l'avantage d'être pratique et à disposition, surtout pour moi qui aime faire des mesures et tout contrôler. Voilà, donc j'ai encore quelques petites choses à faire, des caches ici pour les câbles. Il faut savoir que ça, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ça alimente aussi des alimentations USB pour les téléphones, parce que ça évite d'avoir des fibres qui se baladent. Hein. Comme là, c'est pratique, on est assis ici, on a sa prise USB. Voilà, voilà, donc c'est fini pour cette présentation. Je vais
Dans un deuxième temps, faire une vidéo, alors une petite vidéo pour savoir quel est l'effet Joule des convertisseurs et combien on sort en puissance de chauffe l'hiver quand on fait tourner les chargeurs de vélo. Bon, c'est pour s'amuser intellectuellement. Je vais présenter les vélos et surtout la charge des vélos avec les convertisseurs, le booster, en mode 220 volts et sans booster, c'est-à-dire comment on charge les vélos quand on roule pas. Et tout ça, je vous garantis que la parfaite autonomie, ça dépend de beaucoup de choses. Et notamment, moi, j'ai 1500 watts de batterie de vélo si on les vide complètement, même avec mes 150 ampères, plus tout ce qui consomme à côté, les 2 télévisions, les convertisseurs, Canal+, j'ai des casques qui communiquent, les téléphones, les caméras, tout ça. L'autonomie, une semaine, personne ne le fait. Même si je mets 300 ampères au niveau batterie, ça le fera pas. Hein. Alors c'est vrai, il y a des gens qui disent on recharge nos vélos, bon, s'ils vont faire les courses à côté et puis qu'ils vont faire 3-4 km, évidemment. Mais malgré ça, là je suis en train de regarder ce que je consomme en ce moment, sans chauffage. Donc il n'y a pas la ventilation du chauffage, il y a juste le PC, les 2 télévisions qui tournent beaucoup quand même, le frigo il est au gaz, j'arrive en moyenne à 60 ampères par jour. 60 ampères par jour. Si je charge les, si je charge les batteries de vélo, c'est en plus. Oui. Donc les batteries de vélo, si je les fous à plat, je crois qu'il y a à peu près 100 ampères pour les charger, plus 60 ampères, 160. Mes batteries suffisent pas, les 150 ampères pour une journée, en rechargeant les vélos sans rouler. Oui. Même avec les panneaux solaires. Hein. Les panneaux solaires, j'ai fait une petite mesure. Je ferai une vidéo là-dessus. Hein. Bon, c'est vrai que le convertisseur qu'il y a dedans, c'est un PW. C'est pas top. Mais bon, la plupart des camping-cars livrés, c'est ainsi. Hein. Donc, je vais faire une petite vidéo là-dessus. Il y a plein de petites vidéos que je vais vous faire. Ils seront peut-être beaucoup moins longues que celle-ci, mais ils traiteront de sujets vraiment très particuliers. Voilà. Et j'espère le faire ici, si possible, en Écosse. Alors, il n'est pas sûr qu'avec mon abonnement, je puisse envoyer des gros volumes comme ça via mon abonnement téléphone. Dans ces cas-là, ça sera fait quand je rentrerai. Voilà, à plus tard. Au revoir.